The presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, no, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. Oui, c'est bien Trump qui a annoncé que la Russie pourrait potentiellement attaquer un membre de l'OTAN sans que les États-Unis ne ripostent. Selon ses principaux conseillers, lors du sommet de l'OTAN en 2018, Trump est passé dangereusement près de se retirer de l'OTAN. We're paying for far too much. NATO is helping Europe more than it's helping us. Seule l'intervention de dernière minute de ses conseillers les plus proches l'en a dissuadé. Mais pourtant, certains disent encore, il n'est pas vraiment sérieux, il négocie avec l'OTAN, cherchant que les autres membres payent davantage. Et il y a une part de vérité là-dedans, car l'OTAN recommande à tous les membres de consacrer 2% de leur PIB à la défense. Vous pouvez voir ça sur ce tableau, qui montre que tous les pays n'atteignent pas ce seuil. Même aujourd'hui, 7 pays de l'UE sont en dessous. Cependant, depuis le premier mandat de Trump, de grands pays européens comme l'Allemagne ont enfin atteint ce seuil de 2%, une première depuis des décennies. Alors, bien sûr, une fois que tous les membres auront atteint les 2%, Trump s'engagera à nouveau dans l'OTAN. Mais pas si vite. Même si tous les pays atteignent l'objectif, les États-Unis restent de loin le plus grand contributeur financier de l'OTAN. Et selon John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de Trump à l'époque, le but de Trump n'est pas de renforcer l'OTAN, mais plutôt pour poser des bases pour en sortir. It would be a catastrophic mistake for the United States to drop out of NATO. But Donald Trump doesn't see it that way, nor do many of his close advisors, because they don't fundamentally understand what an alliance is all about. They view our alliances with Japan, South Korea, and others as we're defending these countries, and they're not paying for it. And since we're just doing this out of the goodness of our hearts anyway, who needs these alliances? This is deeply ingrained in Trump. He may or may not get there, but that's what he'd really want to do because he's tired of Europeans, basically. Trump est loin d'être le premier président américain à exprimer son mécontentement face aux problèmes de défense de l'Europe, mais il est le premier à menacer ouvertement de quitter l'OTAN. Mais Trump ne peut pas prendre cette décision seul. En 2023, le Congrès américain a adopté une loi exigeant son approbation pour toute décision de retrait des États-Unis de l'OTAN. Cela dit, Trump pourrait tout de même choisir de se désengager de l'OTAN sans se retirer formellement. Une proposition d'un allié de Trump suggère une nouvelle politique de l'OTAN où les membres ne respectant pas le seuil de 2% du PIB consacré à la défense ne bénéficieraient plus de la protection des autres pays de l'OTAN. Actuellement, cela concernerait les pays marqués en rouge, car ils contribuent en dessous des 2%. Cependant, une telle politique ne respecterait probablement pas le traité original de l'OTAN, qui engage tous les membres à une défense mutuelle, indépendamment à leur contribution individuelle. Une autre approche consisterait à retirer les troupes et les infrastructures américaines d'Europe en ne laissant que des forces navales et aériennes minimales, créant ainsi une OTAN en sommeil où l'implication des États-Unis ne serait limitée aux situations d'urgence. Une troisième option, un modèle de protection payante, propose de remodeler l'OTAN pour que l'Europe dépende des États-Unis principalement que pour ses capacités nucléaires et certains services spécifiques, qui serait en effet un retrait partiel des États-Unis de l'OTAN. Mais même si Trump n'a pas officiellement soutenu ces idées, sa relation tumultueuse avec l'OTAN suggère une réduction de leadership américain dans l'alliance militaire clé de l'Europe. L'UE est-elle prête à combler ce vide ? Pas vraiment. Malgré l'augmentation des dépenses, des années de négligence l'ont laissé sous-préparé. Une étude récente montre que les 1,9 million de soldats de l'OTAN en Europe ne pourraient en mobiliser que 300 000 en cas de conflit, insuffisant face aux 1,1 million de soldats actifs et 1,5 million de réservistes en Russie. Mais ce n'est que le début. Ce n'est que la première des 6 manières dont une présidence Trump pourrait façonner l'avenir de l'Europe. Passons maintenant au deuxième impact que Trump pourrait avoir sur l'Europe. Une diminution du soutien à l'Ukraine. Do you believe it's in the U.S. best interest for Ukraine to win this war, yes or no? I think it's the U.S. best interest to get this war finished and just get it done. All right. Negotiate a deal. We're in for 250 to 275 billion. They're into 100 to 150. They should be forced to equalize. With that being said, I want to get the war settled. D'accord, Trump. Regardons les faits.
Selon l'Institut de Kiel, l'Europe s'est engagée à verser 192 milliards d'euros à l'Ukraine jusqu'à présent, tandis que les États-Unis ont promis environ 100 milliards d'euros. Pourtant, Trump a affirmé que les États-Unis avaient dépensé plus que l'Europe, citant un chiffre astronomique de 250 milliards de dollars. En clair, Trump a menti. Ce à quoi nous devons peut-être nous habituer de nouveau. Quoi qu'il en soit, le soutien américain reste crucial. Surtout l'année prochaine, où les estimations actuelles pour l'aide totale à l'Ukraine avoisinent les 100 milliards d'euros, mais sans nouveau financement américain, cela pourrait chuter à 80 milliards d'euros. L'Europe n'est certainement pas prête à intervenir pour combler ce vide. Les contributions de l'Europe vont diminuer plutôt que s'accroître, l'Allemagne prévoyant des réductions significatives qui pourraient faire tomber le total à seulement 56 milliards d'euros, soit près de la moitié de l'objectif initial. Cette réduction pourrait signifier qu'en seulement 3, 4 ou 6 mois, l'Ukraine pourrait se retrouver sans les ressources nécessaires pour maintenir sa défense. Et avec la promesse de campagne de Trump de trouver une solution rapide, cette solution pourrait s'aboutir à un accord qui favorise Poutine et désavantage l'Ukraine. I know Zelensky very well and I know Putin very well. I have a good relationship and that is a war that's dying to be settled. I will get it settled before I even become president. And what I'll do is I'll speak to one, I'll speak to the other, I'll get them together. That war would have never happened. Par exemple, Trump pourrait se tourner vers la proposition de paix de 2022 qui pourrait être acceptable pour la Russie. Cela forcerait l'Ukraine à céder des territoires, à renoncer à son adhésion à l'OTAN et à limiter son armée. Un tel accord établirait un précédent dangereux, envoyant un signal aux dirigeants autoritaires du monde entier que l'agression marche. Cela pourrait également augmenter le risque que la Russie reprenne ses offensives pour s'emparer de plus de territoires ukrainiens lorsqu'elle sera plus forte, ou qu'elle cible d'autres nations vulnérables comme la Géorgie, la Moldavie ou même les pays baltes. Interruption rapide de la vidéo en post-production, car j'ai remarqué que le terme tarif n'était pas correctement défini. Je vais parler de taxes douanières, donc pour le reste de la vidéo, quand vous m'entendez dire tarif, je fais référence aux tarifs douanières. Passons maintenant au troisième impact que Trump pourrait avoir sur l'Europe, le commerce. To me, the most beautiful word, and I've said this for the last couple of weeks, in the dictionary today, is the word tariff. It's more beautiful than love. L'une des idées de politique les plus agressives de Trump est l'imposition d'un tarif de 10 à 20% sur tous les produits importés aux États-Unis. Le commerce entre l'Union européenne et les États-Unis présente environ 1 trillion d'euros par an, ce qui est en fait le partenariat commercial le plus précieux au monde. We have a trade deficit of $300 billion with the European Union. Comme d'habitude, avec Trump, il faut vérifier les chiffres réels. Selon l'Eurostat, en 2023, l'UE a exporté 502 milliards d'euros de biens vers les États-Unis, tandis que les États-Unis ont exporté 344 milliards d'euros vers l'UE. Cela crée un excédent d'environ 158 milliards d'euros, pas tout à fait les 300 milliards d'euros mentionnés par Trump. Néanmoins, l'UE exporte nettement plus vers les États-Unis qu'elle en importe, et les tarifs proposés pourraient entraîner une chute brutale des exportations de l'UE vers les États-Unis. Et si nous examinons de plus près les exportations de l'UE vers les États-Unis, il semble que l'Allemagne aura du mal. Déjà confrontée à une économie stagnante, le secteur manufacturier allemand est fortement dépendant des exportations vers les États-Unis, notamment dans les domaines de l'automobile et des produits de santé. Ces industries, qui sont des piliers de l'économie allemande, seraient parmi les plus durement touchées si les tarifs étaient mis en œuvre. The tariff, you make it so high, so horrible, so obnoxious that they'll come right away. Trump adore vraiment les tarifs. Mais comment l'Europe va-t-elle y faire face? Et peut-elle le faire? L'UE a déjà mis en place une task force Trump pour se préparer aux conséquences possibles des élections américaines. Concernant les tarifs, ils sont clairs. Nous riposterons rapidement et nous frapperons fort. Le plan est d'exercer suffisamment de pression économique pour pousser Trump à entrer rapidement en négociation, certains responsables espérant qu'il serait ouvert au dialogue, notamment pour contrer la Chine ensemble. Cependant, il est peu probable que ce soit aussi simple. Les économistes préviennent que les tarifs de Trump pourraient ralentir la croissance de la zone euro, ajoutant aux défis de l'Europe. Avec la Chine et les États-Unis comme partenaires commerciaux cruciaux, même un accord favorable avec les États-Unis pourrait avoir des conséquences négatives s'il implique de contrer la Chine,
car cela nuirait à nouveau à des grands exporteurs comme l'Allemagne, qui ont également des liens étroits avec les marchés chinois. Mais au final, la hausse des prix affecterait à la fois les consommateurs américains et européens. Mais il ne s'agit pas seulement de commerce. Une victoire de Trump pourrait bouleverser la politique européenne, alimentant des partis nationalistes et d'extrême droite qui partagent ces idéaux de « Make America Great Again ». En d'autres termes, Trump normalise le chaos et l'isolationnisme. Make America great again, make Europe great again. Hajrá, Donald Trump! Le dirigeant hongrois n'est pas seul. L'attrait de Trump s'étend à travers l'Europe, avec les leaders comme Björn Höcke en Allemagne, Geert Wilders aux Pays-Bas, Marine Le Pen en France et Giorgia Meloni en Italie qui le considèrent comme un modèle moderne. Et les citoyens européens partagent également ce point de vue. Regardez simplement les élections du Parlement européen. En 2014, avant le premier mandat de Trump, seuls 48 sièges étaient attribués aux populistes d'extrême droite. En 2024, ce chiffre a grimpé à 109 sièges, et cela avec un Parlement plus petit. Si l'on inclut le groupe conservateur ECR, ce total passe à 187 sièges contre 118. De plus, des partis populistes d'extrême droite ont déjà rejoint des gouvernements de coalition dans 7 pays de l'UE, faisant écho à la position nationaliste, anti-immigrés, anti-UE de Trump et pour la plupart, à l'exception de Meloni en Italie, à une position anti-Ukraine. En effet, leurs politiques sont souvent illibérales, visant à contrôler les médias, les tribunaux et les banques centrales. Une victoire de Trump renforcerait probablement davantage ces partis, normalisant leur position. L'AfD pourrait gagner encore plus de terrain lors des élections allemandes de l'année prochaine, et Le Pen pourrait même décrocher la présidence française lors de sa 4e tentative en 2027. Passons maintenant au 5e impact que Trump pourrait avoir sur l'Europe, une menace pour la démocratie. We did great in 2016. A lot of people don't know. We did much better in 2020. We won. We did win. It was a rigged election. I'm going to be a dictator for one day. I love you. Get out. You got to get out and vote. In 4 years, you don't have to vote again. We'll have it fixed so good you're not going to have to vote. Les États-Unis sont l'une des plus anciennes démocraties du monde. Ils ont été fondés en 1776 et lorsque George Washington, le premier président américain, a transmis le pouvoir à John Adams en 1797, cela a marqué un mouvement révolutionnaire. La plupart des transferts de pouvoir dans l'histoire avaient impliqué de la violence, mais les États-Unis ont donné l'exemple qui a inspiré l'Europe, laquelle a ensuite formé l'une des unions démocratiques les plus stables au monde. Aujourd'hui, cet héritage est menacé. Le langage de Trump autour des élections, ses allégations de fraude et même ses discours sur la dictature affaiblissent les fondements de la démocratie, non seulement aux États-Unis, mais aussi à l'échelle mondiale. Examinons l'indice de démocratie 2023, qui mesure des domaines tels que le processus électoral, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique et la culture politique. Regardons donc une carte et voyons comment les pays se classent. Le vert foncé marque les démocraties complètes, le vert indique des démocraties imparfaites, le jaune montre les régimes hybrides et l'orange au rouge représente les régimes autoritaires. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est la quasi-parité entre les régimes autoritaires et les démocraties. Quant à l'UE, elle semble toujours stable, mais une présidence Trump pourrait mettre cette stabilité en péril. Et cela nous amène à l'impact final d'une présidence Trump sur l'Europe. Cela pourrait pousser l'Europe à prendre les choses en main. Prenons par exemple la pandémie. Confrontés à un défi commun, les pays de l'UE ont rapidement convenu d'un plan historique d'emprunt commun de 750 milliards d'euros, quelque chose de précédemment inédit. Un scénario similaire pourrait se dérouler avec Trump. Certains pays de l'UE favorisent les euro-obligations pour lever des fonds afin de financer l'Ukraine et la défense, bien que l'Allemagne et les Pays-Bas s'y opposent. Les partisans espèrent qu'un second mandat Trump pourrait pousser ces nations, comme la pandémie l'a fait, vers une responsabilité financière partagée. Pour ce qui est la commerce, le retour de Trump pourrait amener l'UE à adopter une position plus protectionniste, quelque chose que la France pousse depuis des années. En fin de compte, avoir un ennemi commun pousse souvent à des changements au sein de l'UE, même avec ses opinions divisées. Une présidence Trump combative pourrait même forcer des changements de traités, limitant le pouvoir de veto qui ralentit souvent les décisions de l'UE.
Pour ceux qui souhaitent une UE plus unie, une présidence Trump pourrait en réalité être un catalyseur pour une intégration plus profonde. Alors, l'Europe est-elle prête pour Trump ? Probablement pas. Mais elle doit l'être, et rapidement. Quoi qu'il arrive, que ce soit Harris ou Trump qui gagne, l'UE doit s'orienter vers une plus grande indépendance vis-à-vis d'alliés puissants comme les États-Unis. Une présidence de Kamala Harris serait sans aucun doute plus amicale envers l'Europe et davantage alignée sur les objectifs de l'UE. Understand why the European allies and our NATO allies are so thankful that you are no longer president and that we understand the importance of the greatest military alliance the world has ever known, which is NATO. Cependant, une présidence Trump pourrait amener l'UE dans une direction inattendue, accélérant l'intégration et incitant à une action plus décisive. C'est quelque chose qui fait cruellement défaut à l'UE aujourd'hui. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. J'aimerais étendre un grand merci à notre communauté Discord pour son aide dans la réalisation de cette vidéo. Vous êtes les meilleurs. Et si vous n'êtes pas encore sur notre Discord, rejoignez-nous aujourd'hui avec le lien dans la description. À la prochaine fois!